Merci de nous recevoir chez vous à cette émission, surtout de nous accorder de votre temps pour regarder cette édition hebdomadaire d'information politique continentale. Nous irons au Vietnam où un des nôtres, à savoir le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, s'y est rendu pour une visite de travail. Nous irons aussi dans les Émirats arabes unis, où l'empereur y a été, aussi pour rapporter du bonheur comme ça à ses compatriotes congolais. Nous allons parler du Togo avec la mécanisation du système agricole qui continue à faire des prouesses et sous l'égide du président Faure Singbe. Nous allons faire un tour du côté du Bénin avec cette visite officielle, un tout petit peu, du président Talon, qui lui est venu rencontrer son aîné et homologue, le président de la République de Côte d'Ivoire. Nous allons parler aussi, comme ça, du Cameroun, où les échanges sud-sud se font à merveille, du Gabon, avec le président Ali Bongo, qui a reçu des organismes de microfinance, de microcrédit, pour dire que le président est proche de tout le monde, pas d'exception. En fait, on vous parlera comme ça de l'information politique continentale. Positivement, il faudrait qu'on montre aujourd'hui, et je l'ai toujours dit à travers cette émission Constitutional Week News, c'est la vitrine réelle de ce que font nos leaders, du travail énorme qu'ils abattent pour le bonheur des populations que nous sommes. A tout de suite. Tout en remerciant notre partenaire, les magasins Orca, tout de suite nous allons au Vietnam. Et au Vietnam, le diamant noir du RHDP, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a effectué une visite de travail auprès de son homologue vietnamien. Il a rencontré de nombreuses personnalités politiques. Il était en compagnie d'une forte délégation de parlementaires ivoiriens. Reportage, Raoul Sankoué. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bittogo, effectue une visite de travail et d'amitié au Vietnam à l'invitation de son homologue. L'honorable Adama Bittogo est reçu au siège de l'Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam à Hanoï par son homologue de l'Assemblée nationale vietnamienne. Arrivé le mardi 13 juin à Hanoï, la capitale vietnamienne, l'honorable Adama Bittogo a eu plusieurs rencontres ce mercredi 14 juin 2023. Il a été reçu par le président de la République socialiste du Vietnam, Vo Van Thuong, puis par le Premier ministre, Pham Minh Chinh. Au menu de ces rencontres, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République socialiste du Vietnam, notamment sur le plan économique. La délégation de parlementaires ivoiriens, conduite par l'honorable Adama Bittogo, a eu également une séance de travail avec le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Van Dinh Hue. À l'issue de cette rencontre, un mémorandum d'entente entre les deux parlements a été signé, marquant ainsi le début d'une coopération durable. Le Vietnam, sur ces 35 dernières années, a fait preuve de résilience. Le Vietnam est donc un exemple pour beaucoup de pays africains. Investir en Côte d'Ivoire, c'est investir dans la sous-région. La Côte d'Ivoire est donc une porte d'entrée, stable par son économie, stable par sa politique et dynamique, bénéficiant donc du leadership de son président. La Côte d'Ivoire, donc, par sa politique d'ouverture, attend le Vietnam, attend les entrepreneurs vietnamiens pour que cette vision, cette dynamique de la transformation de notre économie puisse être une réalité que nous voulons partager avec donc les entrepreneurs vietnamiens. Le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Afrique est la Côte d'Ivoire, derrière l'Afrique du Sud, dont le volume des échanges entre les deux pays est estimé à un peu plus de 670 milliards de francs CFA pour le compte de l'année 2021. L'honorable Adama Bittogo demande un renforcement de la coopération économique entre le Vietnam et la Côte d'Ivoire. 80% des noix de cajou de la Côte d'Ivoire sont exportées au Vietnam et près de 70% du coton est exporté au Vietnam, mais en retour, la Côte d'Ivoire importe 40% de son riz du Vietnam, 45% de tous ses produits électriques, mécaniques du Vietnam. La transformation de notre économie passe par la transformation pour 50% de nos produits agricoles, aussi bien pour la noix de cajou,
pour le cacao, le coton, donc autant de produits pour lesquels la transformation, la mise en place d'industries permettrait donc à la Côte d'Ivoire de prendre toute sa place. Et nous sommes convenus que dans nos échanges, nous puissions donc créer un cadre qui puisse donc faciliter la mise en place, sinon la collaboration, l'association, la mise en commun de nos différents chefs d'entreprise à l'effet de pouvoir donc renforcer ce partenariat. Pour rappel, la Côte d'Ivoire et le Vietnam se tiennent la main depuis 48 ans. Des relations bilatérales visant à apporter un développement économique et social entre les deux nations. Nous quittons le Vietnam comme ça pour la France. La France est principalement au Bourget, où se tenait le 54e Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Et à ce salon y a participé le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, soucieux de la défense des Ivoiriens, de la protection et surtout de la paix. Pour tous les Ivoiriens, il est toujours présent partout où se tient un salon sur la défense. Et là, pour le cas d'espèce, c'est un salon international de l'aéronautique et de l'espace, à savoir les avions. Que faudra-t-il acquérir pour la Côte d'Ivoire? Nous allons au Bourget principalement, dans la République française, pour un reportage de ce salon international de l'aéronautique et de l'espace. Pour sa 54e édition, le Salon du Bourget revient dans un contexte de forte reprise après 4 années difficiles, avec 2 thèmes au cœur de l'événement, la décarbonisation et l'emploi. Le plus grand salon aéronautique et spatial au monde fait son grand retour. Organisé tous les 2 ans à l'aéroport de Paris-Le Bourget, il avait été annulé en 2021 en raison du Covid-19. Cet événement prestigieux réunit les principaux acteurs de l'industrie de l'aviation et offre une vitrine exceptionnelle pour les dernières innovations technologiques, les avions de pointe, les pistes de développement du secteur. La 54e édition du salon a lieu du 19 au 25 juin 2023 et réunira de nouveau l'ensemble des acteurs de l'industrie mondiale autour des dernières innovations technologiques. Le président de la République française, son Excellence Emmanuel Macron, est arrivé à bord du dernier né de la gamme Airbus, l'hélicoptère H160. La Côte d'Ivoire est présente à ce grand rendez-vous international de l'aéronautique et de l'espace. Le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, est à la tête de la délégation ivoirienne. C'est un salon qui est important, c'est le plus grand salon du monde d'ailleurs. Et comme vous le savez, l'armée ivoirienne a un objectif de monter en puissance. Et il est bon que nous puissions venir sur place pour voir en fait les opportunités qui nous sont offertes en matière d'aviation, d'hélicoptères, de drones et de tout ce qui donc concourt à la montée en puissance de l'armée de l'air. Donc c'est la raison de notre présence à Paris depuis ce matin pour quelques jours, parce que tous les fournisseurs du monde sont présents ici et nous allons faire le tour pour voir un peu quelles sont les opportunités qui nous sont offertes pour pouvoir aller à la montée en puissance de l'armée de Côte d'Ivoire. Ce sont plus de 2000 exposants issus de près de 50 pays qui se retrouvent au Salon du Bourget pour exposer leurs découvertes et nouveautés aux plus de 300 000 visiteurs attendus. On y retrouvera des centaines d'avions et hélicoptères au sol ainsi qu'en air lors de nombreuses démonstrations de vol ainsi que des présentations technologiques qui se dérouleront tout au long du salon. 300 délégations officielles venant de 100 pays sont attendues au Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Le tableau de commande se remplit soudainement dès ce lundi, premier jour du salon. La compagnie aérienne nationale de l'île Maurice, Air Mauritius, a ouvert le bal en confirmant la commande auprès de Airbus de 3 avions long courrier A350. Dans ce magazine international panafricain surtout qui essaye de mettre en exergue tout ce que font nos chefs d'État, nous allons un tant soit peu au Togo. Au Togo pour parler de la vision de son président, Faure Essossimba-Yassingbe. Soucieux de la mécanisation agricole dans la ligne de mire de sa vision, le président Faure Essossimba-Yassingbe a posé la première pierre du CRMA de Palimé. C'est le 2e du genre pour couvrir les besoins des populations togolaises. Quand on sait que dans sa vision, le président Faure Essossimba-Yassingbe a mis un point d'honneur sur l'agriculture, sa mécanisation est un souci
est un élément clé de sa vision. Reportage. Le chef de l'État togolais, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, a présidé la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction d'un centre régional de mécanisation agricole pour le compte des plateaux ouest. Pour le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, Antoine Lepa Gogweni, la création de ce deuxième centre régional permettra d'améliorer significativement le taux de mécanisation agricole et de couvrir les besoins des populations de la région. Il a témoigné à cet effet sa reconnaissance au chef de l'État pour sa vision de faire de la mécanisation agricole l'un des leviers de modernisation du secteur. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous rendre une fois encore un vibrant hommage pour votre leadership et votre volonté de transformer significativement et de façon durable notre agriculture. Et réitérer l'engagement du gouvernement togolais à œuvrer sous la houlette du chef de l'État au renforcement de nos liens de coopération pour assurer et garantir de meilleures conditions de vie et de travail à nos vaillantes populations rurales. Cette initiative innovante a pour ambition d'accélérer l'opérationnalisation de la modernisation du secteur à travers l'implantation des centres régionaux de mécanisation agricole sur l'ensemble du territoire. Le projet répond ainsi à la politique d'amélioration de la productivité, de renforcement de la sécurité alimentaire et de promotion de l'entrepreneuriat agricole du chef de l'État. Le docteur Mohamed Anoua Djamali, directeur général du CERMA, s'est félicité de ce nouveau partenariat avant de saluer la politique de promotion du secteur agricole du chef de l'État. Permettez-moi d'exprimer mes sincères félicitations et reconnaissance envers votre Excellence pour votre engagement en faveur des questions de la sécurité alimentaire. Votre vision ambitieuse de faire de l'agriculture un véritable moteur de croissance et de création d'emplois traduit cet engagement dans la feuille de route présidentielle Togo 2025. Excellence, Monsieur le Président, OCP Africa, filiale du groupe OCP, groupe africain leader mondial dans l'industrie des engrais phosphatés, a pour mission ultime de contribuer au développement durable des écosystèmes agricoles en Afrique. La particularité de ce centre est la mise en place d'un laboratoire ultramoderne pour l'analyse des sols, l'établissement et la mise à jour de la carte de fertilité des sols, le contrôle qualité des engrais pour d'autres régions et partenaires du pays. Les échanges sud-sud sont devenus une priorité pour nos leaders, surtout nos chefs d'État, qui ont compris une chose: il faudrait que nos pays échangent leurs réalités, leurs intérêts. Et dans ce sens, au Cameroun, le président de la République, son Excellence Paul Biya, dans son palais à Itoudi, dans la capitale camerounaise Yaoundé, située sur l'une des collines, principalement dans le village du franco-camerounais Yannick Noah, champion de tennis. Retenez que le président Paul Biya lui-même a reçu cette délégation tchadienne. Reportage Raoul Sankoué. Une délégation ministérielle conduite par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du Tchad, le docteur Gali Goté Gata, se trouve depuis ce lundi 19 juin 2023 à Yaoundé, au Cameroun. Dépêché par le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, à l'effet de transmettre un message au président camerounais, son Excellence Paul Biya, la délégation a été reçue en audience au Palais de l'Unité en fin d'après-midi. Les deux pays, liés par une proximité géographique, partageant une frontière commune longue de 1094 km, une proximité qui a fini par créer d'autres types de rapprochements. Des liens mis à l'épreuve ces derniers mois, mais qui fort heureusement se portent bien aujourd'hui. Et c'est grâce aux échanges réguliers au sommet des deux États. C'est justement pour donner plus de vitalité et de solidité à ces relations entre le Tchad et le Cameroun que le président de transition, le président de la République chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, a dépêché cette délégation ministérielle auprès de son homologue de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Conduite par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, le Dr Gali Goté Gata, la délégation est porteuse d'un message de remerciement du chef de l'État au président Paul Biya pour le soutien qu'il a apporté au Tchad dans le processus transitoire de son pétrin. À en croire le chef de la délégation, le président camerounais a salué l'initiative du chef de l'État d'envoyer un émissaire pour entretenir des discussions de haut niveau. Il a réaffirmé l'engagement du Cameroun à soutenir la stabilité et le développement du Tchad, tout en exprimant son souhait de renforcer davantage les relations bilatérales. Le président Paul Biya nous a rassurés de son soutien et il nous a
renouveler toute l'amitié du Cameroun et souhaiter, et ça je n'en doute pas un mot, une bonne coopération fraternelle entre le Cameroun et le Tchad. Cet incident, il est clos? Définitivement clos. La rencontre entre les émissaires du chef de l'État et le président de la République du Cameroun marque un pas important dans la solidification des relations entre les deux pays. Elle souligne surtout la volonté des deux dirigeants de travailler ensemble, partager des idées et trouver des solutions communes aux défis auxquels ils sont confrontés. La rencontre témoigne également de l'importance du dialogue diplomatique pour la résolution pacifique des différends et la promotion d'une coopération régionale agissante. La guerre ukraino-russe sème des troubles et surtout cause aussi un souci à l'Afrique entière. Une délégation des chefs d'État africains a décidé comme ça de se rendre en Ukraine et en Russie. Et là-bas, cette délégation africaine est allée porter le plan de paix africain, difficile à mettre en œuvre. L'Afrique, par ses chefs d'État, était à la rencontre du président russe à Saint-Pétersbourg. Au sommet de cette rencontre, la paix. Nos chefs d'État, parmi lesquels le président du Sénégal Macky Sall, le président de l'Afrique du Sud, étaient tous à cette rencontre avec le président russe, Vladimir Poutine. Reportage. La délégation de médiation africaine a prôné la fin de la guerre en Ukraine, accueillie à bras ouverts par le chef de l'État russe, M. Vladimir Poutine, particulièrement souriant. Nous souhaitons que cette guerre prenne fin, a lancé le président sud-africain, son Excellence M. Cyril Ramaphosa, chef de la délégation des médiateurs africains, lors d'une rencontre avec M. Poutine à Saint-Pétersbourg, lui qui n'a jamais condamné l'invasion de la Russie en Ukraine. Nous croyons fermement que cette guerre doit être réglée et elle doit être réglée par des négociations et par des moyens diplomatiques. Les chefs d'État africains mettent sur la table un plan de paix en 10 points, comprenant l'accalmie des deux côtés ainsi que la reconnaissance de la souveraineté des deux pays. Le chef de l'État russe, M. Vladimir Poutine, s'est dit ouvert au dialogue en attribuant l'échec des négociations à la partie ukrainienne. Nous sommes prêts à examiner toutes vos propositions. Mais nous n'avons pas refusé les négociations. La partie ukrainienne l'a fait. Voici le document paraphé par la délégation de Kiev en 2022. La signature est là. Mais après que nous avons, comme promis, retiré nos troupes de Kiev, les autorités ukrainiennes, comme elles le font habituellement, ont tout jeté à la poubelle. La délégation de médiation africaine était la veille à Kiev et a été reçue par le chef de l'État ukrainien, Volodymyr Zelensky. J'ai clairement dit à plusieurs reprises lors de notre réunion qu'autoriser toute négociation avec la Russie maintenant que l'occupant est sur notre territoire revient à geler la guerre, à geler la douleur et la souffrance. Des manœuvres diplomatiques alors que l'Ukraine poursuit sa contre-offensive. En 2 semaines, 113 km ont été reconquis. À vol d'oiseau, ça fait beaucoup d'heures pour quitter l'Est de l'Europe, à savoir l'Ukraine et la Russie, pour le Gabon. Le Gabon au cœur de l'Afrique centrale, où le président Ali Bongo, qui dit tout simplement « je suis en forme » et qui reçoit tout le monde, toutes les couches sociales de son pays, le Gabon. Pour la circonstance, le président Ali Bongo, président de la République gabonaise, a reçu les responsables des organismes des microcrédits. Reportage Raoul Sankoué. Le président de la République du Gabon, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a reçu ce mardi les responsables des établissements de microfinance pour évoquer la mise en place d'un programme de microcrédit inédit. L'objet de notre échange avec le président de la République ce matin était de réfléchir et de trouver des mécanismes pour accompagner les petits agents économiques dans les 9 provinces du Gabon à des taux défiant toute concurrence. Le soutien et l'appui de l'État s'avèrent déterminants pour l'accompagnement des petits opérateurs économiques. Le secteur de la microfinance n'a pas accès au financement banque centrale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour financer au taux qui est même en dessous de ce qu'offrent les banques commerciales, il faut forcément le soutien des plus hautes autorités. Mais également avoir la possibilité de structurer les agents économiques qui sont dans le secteur informel. Nous avons également besoin effectivement des plus hautes autorités dans le cadre de la création de ces entreprises. Le président de la République du Gabon, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a annoncé lors de sa tournée républicaine que le programme de microcrédit mis en place devrait permettre d'engager 7,5 milliards de francs CFA par province. L'État se porte en caution par le biais d'Okoumé Capital. Les bénéficiaires de ces microcrédits
se verront appliquer un taux très préférentiel. Au maximum, 6% tout tarse confondu de taux d'intérêt annuel. De plus, les frais de dossier n'excéderont pas 10 000 francs CFA hors taxe. Et aucune autre charge ne sera refacturée aux emprunteurs dans le cadre de ce programme. On voulait voir avec le numéro 1 gabonais comment réfléchir et donner l'opportunité à ces petits agents économiques-là de se refinancer à un taux à 6%. Sans garantie réelle et leur donner la possibilité à travers l'ANPI de créer des entreprises en un jour. Exclusivement réservé aux Gabonais, entrepreneurs individuels gabonais, TPE ou petites et moyennes entreprises détenues par les Gabonais, ce dispositif sera accessible partout sur le territoire national dans chacune des 9 provinces du pays. Le montant du crédit octroyé sera compris entre 200 000 et 1 500 000 francs CFA. Un point important, toute demande de crédit sera traitée et notifiée au demandeur dans un délai de 72 heures maximum, conformément à l'exigence de rapidité et d'efficacité souhaitée par le chef de l'État. Ce programme de microcrédit à taux très préférentiel s'inscrit dans la volonté du président de la République du Gabon, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de dynamiser l'activité économique via le secteur privé en ne laissant aucun Gabonais de côté. Le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est fixé pour objectif à moyen terme d'atteindre le plein emploi, un objectif réaliste et accessible qui passe notamment par la stimulation de l'entrepreneuriat et la promotion de l'auto-emploi. Nous restons toujours au Gabon, comme pour dire qu'au Gabon, des choses se passent en présence du chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba. La première dame gabonaise, Madame Sylvia Bongo Ondimba, a pris part au lancement de la 13e édition de la cérémonie internationale des veuves. À cette occasion, la première dame du Gabon a prononcé un discours émouvant, comme pour dire aux veuves « Nous sommes avec vous ». Relayé par le discours du président de la République, devant un parterre de personnalités politiques gabonaises, parmi lesquelles trié au volet la présence du vice-président de la République gabonaise, la présence du Premier ministre, chef du gouvernement gabonais, et la présence aussi du président de la Cour constitutionnelle gabonaise. À cette cérémonie de lancement, les veuves ont été rassurées du soutien du couple présidentiel, avec en tête de file Madame Sylvia Bongo Ondimba. Reportage. Engagée à promouvoir les droits des veuves et des orphelins depuis 2010, la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, et son époux, le chef de l'État, ont marqué de leur empreinte la cérémonie dédiée à la 13e édition de la Journée internationale des veuves. Une nouvelle édition qui vise à améliorer le processus des droits successoraux du conjoint survivant et de l'orphelin. Les acteurs impliqués pour cette cause noble ont réfléchi durant des semaines afin d'aboutir à des lois et politiques publiques visant à protéger les droits du conjoint survivant et de l'orphelin. Pour cela, la première dame a invité les acteurs politiques et toutes les parties prenantes à plus de vigilance. Nous avons à remplir un devoir de vigilance et de réparation envers ces veufs et ces veuves, envers ces orphelins et ces orphelines qui continuent à m'adresser de nombreux messages tous les jours, qui ne cessent de m'alerter sur les difficultés rencontrées encore et encore sur le parcours de la succession. Des messages qui disent le désespoir, qui appellent à l'aide en dernier recours. En cette semaine qui célèbre la 13e édition de la Journée internationale des veuves, j'ai véritablement à cœur que nous trouvions des solutions pérennes pour qu'une fois pour toutes, nous mettions un terme à ces dérives. Cette 13e édition, placée sous le thème « La reconnaissance des droits successoraux, comment ça marche ?» a été marquée par les témoignages des personnes victimes, le débat des experts sur la question pour trouver des solutions pérennes. Sous l'impulsion du président de la République du Gabon, son Excellence Omar Bongo Ondimba, le Gabon s'est engagé dans la mise en place d'une protection solide et une inclusion sociale pour toutes ces personnes vulnérables. La situation des veuves a évolué au Gabon, mais pas suffisamment, manifestement. Chaque semaine, dans notre pays, des veuves sont victimes de spoliation, jetées hors de leur maison, laissées sans le sou. Cette situation est intolérable et je ne saurais d'ailleurs la tolérer. C'est pourquoi je profite de cette occasion, à quelques jours de la
13e édition de la Journée internationale des veuves pour appeler à un sursaut. Des verrous administratifs doivent sauter. Un meilleur accompagnement des veuves concernées doit être envisagé. Des failles dans notre droit, notamment successoral, doivent être comblées. Pour que demain, à la douleur de la perte d'un époux, ne viennent plus s'ajouter d'autres malheurs. Au sortir de ce moment de réflexion, des recommandations fortes ont été remises au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a promis de faire sauter les verrous administratifs pour que les conjoints, survivants et les orphelins soient rétablis dans leurs droits. Nous quittons le Gabon un tant soit peu pour parler de ce périple qu'a effectué le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui s'est rendu dans les Émirats arabes unis. Le président de la République congolaise, M. Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu en tête-à-tête avec Cheikh Mohamed Ben Sayed Nahyan, président des Émirats arabes unis à Abu Dhabi. Ensemble, les deux responsables politiques de leurs différents pays se sont entretenus sur de nombreux sujets. Et la conclusion, c'est surtout des sujets au bénéfice de leurs différents peuples, à savoir les Arabes et les Congolais. Reportage. Le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a été accueilli au palais de maire à Abu Dhabi par le chef de l'État émirati, Cheikh Mohamed Ben Zayed Nahyan. Les deux chefs d'État se sont dirigés par la suite au salon Al-Magriz pour un entretien préliminaire. Ces entretiens se sont déroulés en présence des représentants de la famille royale et d'autres personnalités de la société émirati et congolaise. Son Excellence Denis Sassou Nguesso était accompagné de son ministre des Affaires étrangères et plusieurs de ses conseillers. Des échanges qui permettent visiblement à la République du Congo et les Émirats arabes unis de se rassurer de l'excellence de leurs relations. Par la suite, les deux chefs d'État se sont retirés pour un tête-à-tête à huis clos afin d'approfondir les échanges sur les questions de coopération bilatérale, mais aussi et surtout sur la recherche de la solution de la paix en Libye. À travers cette rencontre, la République du Congo et les Émirats arabes unis viennent de franchir un pas de géant dans la consolidation des relations d'amitié et de coopération. Paris a bougé cette semaine. La cause, un grand sommet sur le nouveau pacte financier se tenait avec la présence de nombreux chefs d'État africains ainsi que des premiers ministres et d'autres dirigeants politiques. Le président de la République du Tchad, puisque c'est de ce pays que nous parlerons dans un instant, s'est rendu en France. Là-bas, il a décidé de participer à cette grande rencontre, la présence du président de la République française, M. Emmanuel Macron, et de ses homologues africains pour parler du nouveau pacte financier. Reportage. Le président de la République du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, se trouve à Paris en France. Il participera du 22 au 23 juin au sommet pour le nouveau pacte financier mondial, convoqué par le président de la République française, son Excellence Emmanuel Macron. Ce sommet, qui réunira des sommités du monde politique et économique mondial, a pour objectif de jeter les bases du nouveau système financier pour relever les défis communs du XXIe siècle, en particulier la lutte contre les inégalités, le changement climatique et la protection de la biodiversité afin de favoriser une croissance économique équitable et inclusive. Le sommet de Paris est décliné en 6 tables rondes de haut niveau et une quarantaine d'événements parallèles. C'est le président de transition, président de la République du Tchad, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, en personne, qui va apporter la part de lumière du Tchad à cet exercice d'établissement d'un nouveau pacte financier mondial. Le chef de l'État est accueilli à son arrivée dans la capitale française par le personnel diplomatique tchadien en poste dans l'Hexagone sous la conduite de l'ambassadeur Kedala Younous Hamidi, ainsi que de quelques membres de la colonie tchadienne vivant en France. Après cet accueil, le cortège du président de la République, le général Mahamat Idriss Déby Itno, et la délégation qui l'accompagne s'est ébranlé vers le centre-ville pour rejoindre le lieu de résidence du chef de l'État dans la capitale française. Le Tchad est appelé à jouer un rôle clé lors de ces négociations cruciales pour l'avenir du monde. Son expertise et son engagement
en faveur du développement économique et de la stabilité dans la région du Sahel font de lui un acteur incontournable dans les discussions sur l'avenir financier mondial. D'ailleurs, le chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, est sollicité pour animer avec ses pairs une table ronde sur le thème « Dette et affectation des droits de tirage spéciaux, bilan et perspectives ». Pendant les 2 jours de travaux, les yeux seront donc tournés vers Paris où les dirigeants mondiaux se réunissent pour façonner un avenir financier plus promoteur et inclusif pour tous. Retour en Côte d'Ivoire, sans manquer de vous présenter ce très beau pays, cette très belle ville, où si vous êtes de part et d'autre dans le monde, retenez que c'est en Côte d'Ivoire que s'organisera la Cannes 2024. Elle est appelée Cannes 2023, mais elle se tiendra au mois de janvier. Regardez cette très belle route, ces beaux ponts, ces hôtels, que je vous présente d'ailleurs pour vous dire que la Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara est prête à vous accueillir. C'est l'été. Venez en Côte d'Ivoire, venez visiter toutes ces belles plages, toutes ces zones balnéaires que nous vous présentons à l'instant pour vous dire que la Côte d'Ivoire est le pays où il faut bon vivre, où il faut se prendre des vacances. Ça, c'était le petit clin d'œil touristique. Nous allons surtout évoquer les activités du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, un emploi de temps chargé. Son Excellence Alassane Ouattara a reçu en audience le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. C'était le mardi 20 juin au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Dans ce palais présidentiel que nombreux admirent à travers l'Afrique, l'Europe et autres, et que nous vous présentons, et qui est situé dans ce quartier administratif qu'est le Plateau, dans son somptueux triangle d'or, le président de la République a effectivement reçu toute cette délégation. Reportage Ousmane Koulibaly depuis le palais présidentiel. Son Excellence Alassane Ouattara a échangé ce mardi 20 juin 2023 au palais de la présidence de la République avec le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, M. Leonardo Santos Simao. Le chef de l'État a félicité M. Leonardo Simao, une personnalité de grande expérience internationale, pour sa désignation en qualité de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, qui est chargé de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Monsieur le représentant spécial est un frère de Mozambique, M. Simao, qui a eu une très grande expérience internationale, et bien sûr dans le gouvernement mozambicain, avec le président Chissano. Et là, nous sommes heureux de le recevoir en Côte d'Ivoire pour le féliciter pour son affectation au Sénégal pour couvrir l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Et je lui ai indiqué nos sujets de préoccupation que nous connaissons tous très bien. En Afrique de l'Ouest, les pays en transition pour lesquels nous souhaitons des élections dans les délais qui ont été proposés par les autorités en place. Nous avons de nombreuses élections cette année et l'année prochaine et nous souhaitons que ces différents pays puissent également intégrer ce calendrier. Merci, Monsieur le Président. Je remercie Son Excellence le Président pour me recevoir et aussi pour soutenir ma candidature pour cette poste-là. Et je suis là pour aider à travailler pour que la région soit une région de paix, de stabilité et pour le développement. Monsieur Leonardo Santos Simao, de nationalité mozambicaine, succède à ce poste à Monsieur Saleh Anadif, nommé ministre des Affaires étrangères du Tchad. C'est à un ballet diplomatique que vit la Côte d'Ivoire. Juste après cette délégation qui a été reçue le 20 juin dernier, c'est au tour du président de la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon, qui a décidé de venir rendre visite à son homologue et aîné, le président Alassane Ouattara,
ensemble pour s'enquérir de certaines recommandations, de certains conseils, comme il le dit lui-même, avant de se rendre à Paris où il a aussi pris part à ce sommet sur le nouveau pacte financier. Reportage au palais présidentiel dirigé par toute l'équipe de reportage de CNN conduite par Ousmana Coulibaly. Le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, est arrivé en Côte d'Ivoire ce mercredi 21 juin 2023 pour une visite d'amitié et de travail de 24 heures. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre conseiller spécial du président de la République, M. Ali Coulibaly. Ensuite, un bref échange entre les deux personnalités au pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il est environ 13h27 quand la berline transportant à son bord le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, a franchi le portail du palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Il est accueilli par son homologue ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. Sans tarder, les deux chefs d'État se retirent pour un tête-à-tête. Pour le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, chaque fois que le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, est reçu au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, la rencontre reste fraternelle. J'ai le plaisir et le grand honneur d'avoir le président de la République du Bénin, le président Patrice Talon, si je me permets, mon jeune frère, qui est venu nous voir pour une visite de travail et d'amitié. Président, merci de nous honorer et de passer un peu de temps avec nous. Son Excellence M. Patrice Talon s'est réjoui d'être à Abidjan pour échanger avec le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, sur des préoccupations communes, notamment la situation sécuritaire, économique et sociopolitique dans la sous-région. C'est toujours avec bonheur et honneur que je viens ici en Côte d'Ivoire et cette occasion m'offre à nouveau ce plaisir et cet honneur. D'autant que nous sommes dans une phase actuelle un peu de préoccupation. Donc, venir voir le président, mon grand frère, pour échanger sur les préoccupations communes qui concernent la sécurité dans la sous-région, les diverses élections que nos pays abordent ces temps-ci, ainsi que la question de financement, du développement. Nous avons un sommet à Paris à partir de demain. L'occasion était bonne pour moi de venir échanger avec le président Ouattara. La Côte d'Ivoire, qui est, vous savez très bien, le moteur de notre communauté économique du mois. Donc, et évoquer ce sommet et échanger sur les points de vue qui sont les nôtres et que nous aurons à présenter, à défendre durant les tables rondes et le sommet de demain après-demain. Donc toutes les occasions sont bonnes pour moi pour venir prendre la bénédiction, pour venir échanger avec le grand frère et goûter à la société ivoirienne. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a remercié son jeune frère, le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, pour cette visite et pour l'entretien qu'ils ont eu, au cours de laquelle ils ont évoqué les sujets d'intérêt commun. Après ce ballet diplomatique, après la Côte d'Ivoire, nous avons décidé pour ce mois de juin qui s'achève, avec cette émission Constieka All Week News, de ne parler qu'en grand format, de rendre un hommage particulier au président Omar Bongo Ondimba. Ce président, ce grand fils d'Afrique qui nous a quittés un mois de juin de l'année 2009. Toute l'équipe de CNN a décidé de lui rendre un hommage avec des interviews dans le grand format de son ancien Premier ministre, M. Casimiro Yemba. Ensuite, ça a été un de ses directeurs de cabinet, un grand avocat, un avocat émérite du Gabon, M. Louis-Gaston Maïla. Et dans cette édition, nous avons décidé de donner la parole à la haute juridiction gabonaise, à savoir la Cour constitutionnelle gabonaise. Vous écouterez les juges constitutionnels de la haute juridiction gabonaise, à savoir la Cour constitutionnelle, dire et faire des révélations sur l'homme Omar Bongo qu'ils ont connu. C'est l'heure du grand format. Le président Omar Bongo Ondimba m'accordait, il y a 3 décennies, presque 3 décennies de cela, une interview rarissime, baptisée Confidence. Le président, de manière décontractée, a reçu toute mon équipe et moi-même, et comme vous apercevez,
dans ces images comment je lui mets son micro avant de démarrer cette émission où il a détendu toute l'équipe, tous les caméramans, tous les cadreurs, tous les ingénieurs lumière. Nous avons passé 4 heures ensemble à parler de tout. Le président s'est pratiquement livré de secret en secret, de confidence en confidence. Une seule heure de cette émission a été diffusée en 1996 sur une chaîne de télévision internationale. J'ai décidé d'attendre d'être propriétaire d'une chaîne de télévision et d'offrir au monde entier ces 2 heures des secrets terribles du président de la République gabonaise. Mais avant, nous allons écouter, pour boucler ce mois de juin, consacré un hommage spécial dans le grand format au président Omar Bongo Ondimba, des hauts magistrats de la République gabonaise, à savoir les juges constitutionnels de la haute institution qu'est la Cour constitutionnelle gabonaise. Dirigée et conduite par le docteur Marie-Madeleine Boranzo, vous écouterez des secrets, vous écouterez ce que pensent ces hauts magistrats de ce grand fils d'Afrique qu'est le président Omar Bongo. C'est l'heure du grand format. Le président de la République gabonaise, son Excellence Omar Bongo Ondimba, annonce la conférence nationale devant tous les acteurs politiques gabonais et internationaux. Nous sommes à Libreville en 1990. Il faut que le Gabon soit un pays qui, de par sa maturité politique et par les composants de son pays, aura ouvert la voie royale à toutes les démocraties. Nous avons par le passé vécu des périodes difficiles. Et c'est pourquoi, pour éviter un retour à ce que nous avons vécu il y a quelques années, que je vous invite tous à vous ressembler, sans oublier, comme je l'ai dit, la sensibilité politique de chacun d'entre vous. Pour ma part, croyez-moi, je n'ai jamais, comme aucuns ont dû le dire ici et là, trompé le peuple gabonais. J'ai pris personnellement, sans contrainte, la décision de proposer un ensemble politique pour que nous puissions évoluer ensemble, pour que nous puissions évoluer dans l'unité, pour que nous puissions demain faire un gouvernement, des institutions où tous les courants politiques seront représentés. Le contraire nous fera ramener à ceux qui ont peut-être eu la chance, il y a quelques années, de participer à la vie politique de ces pays. Et c'est justement pour cela que je voudrais qu'au cours de ces débats, que la discipline, le calme, le respect d'autrui soient les leitmotifs de votre conférence. Pas d'attaque personnelle, pas d'injures, pas de critiques stériles. Autrement dit, du passé, faisons table rase. Madame le Président de la Cour constitutionnelle gabonaise, Dr Marie-Madeleine Boranzo, pouvez-vous nous dire ce que vous avez ressenti à l'annonce du décès du père de la nation gabonaise, Omar Bongo Ondimba? Mon ressenti à la suite de l'annonce de la disparition du président Omar Bongo Ondimba a été très... ça a été... vous voyez déjà que je n'arrive même plus. Je n'arrive pas à en parler parce que tout simplement c'était difficile. On écoute les juges constitutionnels gabonais, M. Zébé Kalé, Mme Louise Angué, M. Christian Bignumba Fernandez, M. Sosten Momboa, Mme Lucie Aklan et M. Jacques Lebama nous dire leur ressenti lors du décès du père de la nation, Omar Bongo Ondimba. C'était une situation particulièrement lourde, émotionnellement difficile. La forte détresse, l'indescriptible affliction qui s'est emparée de tout le peuple gabonais. J'ai ressenti personnellement un grand vide et une grande angoisse. Lorsque l'annonce est faite,
c'est le sentiment d'un arrêt brusque de la République. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. À plus forte raison, quelqu'un qui a été responsable de toute la République. La mort du président de la République, Omar Bongo Ondimba, nous a plongés dans une grande détresse parce que je peux vous dire que durant toute ma vie, nous avons vu le rôle qu'il a joué pour faciliter à notre nation d'avoir des institutions capables de consolider l'État démocratique. Nous avons été frappés par un grand malheur parce que perdre un président de la République, surtout pour des personnes comme nous autres qui avaient connu depuis l'âge de 7 ans jusqu'à son décès, un seul président. En tant que citoyen gabonais, naturellement, j'ai été affecté, comme presque tout le monde. C'était une douleur que tout le monde a ressentie, et une douleur à double titre, parce que c'était aussi le président du Conseil supérieur de la magistrature. Les juges constitutionnels Afrikita Angonjo épousent Mbanyena et M. Edouard Ongandanga qualifient à leur manière le décès du président Omar Bongo Ondimba. Ça a été un séisme, ça a été terrible, à telle enseigne que lorsque le corps du président de la République, Omar Bongo Ondimba, est arrivé à Libreville, je pense que nous étions nombreux à nous dire que donc c'est vraiment vrai. C'était difficile parce qu'on perdait un grand homme, un homme qui savait rallier, qui savait rassembler, un homme qui avait le sens du pardon, un homme qui ne connaissait pas la sanction. Le docteur Marie-Madeleine Boranzo, président de la Cour constitutionnelle gabonaise, parle ici de la sagesse du président Omar Bongo Ondimba. Le président Omar Bongo Ondimba, deux aspects que nous pouvons relever. C'est lui qui a convoqué la conférence nationale alors qu'il avait institué le parti unique. Il avait eu cette sagesse de revenir, de convoquer toutes les couches sociales de notre pays pour revenir au multipartisme. Au sujet de la conférence nationale, voilà ce que dit le doyen de juges constitutionnels et le président de la Cour constitutionnelle gabonaise. C'était un visionnaire. Il voyait plus loin que le temps présent. Lorsqu'il a senti le discours de la Baule, le président Mitterrand, c'était le premier pays qui a organisé sa conférence nationale. Il s'est rendu compte que le monde bougeait. Le mur de Berlin était tombé, le discours de la Baule, il a senti que le monde devait bouger, y compris le Gabon. Mais au lieu que ça bouge dans le désordre, il a dévancé en décidant de la tenue d'une conférence nationale au sein de laquelle les débats étaient francs, étaient même houleux à la limite, mais il estimait que c'était un tournant nécessaire. C'est de là qu'est né le multipartisme au Gabon. La paix a été maintenue. Grâce à ce dialogue, les gens se sont défoulés, ils ont dit ce qu'ils avaient au cœur, et de là est sorti un autre Gabon, maintenant dans une ère multipartiste. Donc c'est lui pratiquement le père de non seulement la nation, mais également du retour au multipartisme, à l'état de droit démocratique dans notre pays. Et c'est lui également qui a, comme je venais de le dire, montré l'exemple à tous les responsables des institutions, tous les partis politiques et tous les citoyens gabonais, dans le sens que lorsque la Cour constitutionnelle rend sa décision, même si celle-ci ne convient pas aux intérêts ou ne va pas dans le sens de ce qu'est souhaité par tel ou tel, y compris même son propre camp, il faut respecter les décisions rendues par cette instance. Les juges constitutionnels gabonais, M. Jacques Lebama et Mme Afrikita Angonjo, épouse Mbanyena, retiennent ceci du président Omar Bongo Ondimba. Le président Omar Bongo, en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature, car j'ai occupé ces fonctions pendant longtemps, ce qui m'a marqué, c'est que je n'ai jamais eu de pression
d'intervention, et ça c'était formidable. On rendait nos décisions tranquillement. Le président Omar Bongo, c'était un grand homme d'État. On a eu un chef d'État qui ne s'immisçait pas dans les affaires de la justice. Voilà quoi, mais on garde un bon souvenir de lui et paix à son âme. Pendant 42 ans, on a vécu dans la paix, Monsieur Kostieka. C'est vrai, il pouvait avoir des problèmes. Comme on le sait tous, le président Omar Bongo Ondimba, c'était un homme de dialogue, c'était un homme de paix. Donc, quel que soit le problème qu'il y avait, il finissait toujours par trouver la solution. Il finissait toujours par s'asseoir avec les opposants. Il finissait toujours par régler les problèmes, non pas seulement au Gabon, comme vous le savez bien, mais quasiment dans l'ensemble du continent. Il était sollicité par ses pairs pour pouvoir régler les conflits. Le juge constitutionnel Louise Angué se souvient encore, comme si c'était hier, des capacités indéniables du président Omar Bongo Ondimba. Quelqu'un qui a été responsable de toute la République, responsable du bien-être de toutes les populations vivant en République gabonaise pendant plusieurs décennies. Quelqu'un qui pouvait mettre un nom sur le visage du chef de village de la contrée la plus reculée du Gabon. Quelqu'un qui se souvenait de tous ceux qui ont cheminé avec lui jusqu'à la sanction suprême. Quelqu'un qui était regardé non plus comme un chef d'État, non plus comme le président de la République, mais comme un père, parce qu'il traitait tout le monde de cette façon-là. Quel que soit le problème qui lui était soumis, il le traitait comme on nous l'a appris pendant les cours de déontologie à l'école nationale de la magistrature. On nous répétait que le procès de chacun, c'est le procès de sa vie. C'est-à-dire, ne néglige aucun différent. Voilà comment moi je percevais le président de la République, Omar Bongo Ondimba. Voilà ce que révèle le doyen des juges constitutionnels sur la personnalité du président Omar Bongo Ondimba. Le président Bongo incarnait un dirigeant prestigieux pour notre pays. Il a aux multiples talents. C'était un dirigeant intransigeant lorsque les intérêts de son pays étaient en cause. Il était aussi un bâtisseur infatigable. Tout le monde se souviendra de sa position pour bâtir au Gabon le transgabonais. Sa phrase célèbre, avec ou sans la Banque mondiale, le transgabonais se fera, et il l'a fait contre de grandes institutions comme la Banque mondiale à l'époque. Il a décidé de le faire. Donc un bâtisseur infatigable. C'était également un artisan de la paix et de l'unité nationale. Non seulement à l'intérieur du Gabon, de son pays, mais il était un fervent partisan même de l'équilibre, de la paix en Afrique centrale, j'allais même dire en Afrique subsaharienne. Et chaque fois, il était sollicité lorsque un pays frère était en difficulté sur le plan interne. Il était souvent indiqué comme médiateur pour remettre du calme au sein des populations de ces pays-là. Et enfin, c'était un patriarche généreux. La générosité du président Bongo était légendaire. Il était très attentif aux souffrances de ses compatriotes, j'allais même dire au-delà de ses compatriotes. Le docteur Marie-Madeleine Boranzo, président de la Cour constitutionnelle gabonaise, révèle au monde un secret émouvant sur la construction du somptueux bâtiment de la Cour constitutionnelle gabonaise.
le président Omar Bongo Ondimba, je vais vous le dire, a mis la main à la pâte dans la réalisation du plan de construction de ce bâtiment. Le président Omar Bongo Ondimba, mes collègues et moi à la présidence pour lui présenter les plans du futur palais de la Constitution, le président Omar Bongo va prendre un bic sur sa table et va commencer à ajouter des éléments. C'est lui qui va penser à prévoir ici les bureaux qui sont destinés aux anciens présidents de la République. C'est l'idée d'Omar Bongo Ondimba. Ensuite, il va me demander, mais où est la salle de sport? Parce que quand on est à la cour, on est d'un âge avancé, c'est minimum à l'époque c'était 40 ans, aujourd'hui c'est 50 ans. Il faut absolument qu'il y ait un centre de remise en forme aussi, donc le sport. Il faut aménager un espace pour le sport. C'est l'idée d'Omar Bongo Ondimba. C'est Omar Bongo également qui va exiger de nous l'élaboration d'une constitution solennelle, parce que pendant de longues années, on avait tout juste des constitutions imprimées sur du papier plus ou moins naturel. Hein. Mais là, il va nous exiger une constitution solennelle pour les prestations de serment des présidents de la République, des membres de la Cour constitutionnelle. Et si vous vous rendez là, au pavillon Léon-Mba, vous verrez dans un espace dédié, vous verrez justement cette constitution solennelle. Il n'y a que 2 exemplaires au Gabon. Un exemplaire est conservé à la Cour constitutionnelle et un autre exemplaire conservé par le président de la République, qui par ailleurs est le garant politique de la Constitution, alors que la Cour constitutionnelle est le garant juridique de la loi fondamentale. Omar Bongo Ondimba, les enfants du Gabon, les enfants d'Afrique ne t'oublieront jamais. Repose en paix. Tout en vous remerciant d'avoir pris votre temps pour regarder ce magazine d'information politique continentale, je tiens tout simplement à vous donner rendez-vous en multirédiffusion et bien sûr au prochain numéro. Avec toute l'équipe de CNN, je vous dis tout simplement au revoir.